Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je salue Madame la doyenne également. Je salue mes précédents doyens que je connais. Je salue mes maîtres. Donc vous dire que je suis honoré, c'est une évidence. Que je suis heureux également. Un petit peu stressé également aussi de les voir dans la salle. Donc je suis médecin généraliste. C'est à la base pour ça que je suis là. Je suis installé dans une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire qui s'appelle la MESPU à Vicenne, à Cabestany, qui est donc à côté de Perpignan. Vous dire à peu près, c'est touche Perpignan comme Castelnau touche Montpellier. Je suis également maître de conférence des universités. J'ai la charge et la joie d'être coordonnateur du DES de médecine générale. Pour vous dire en 2 mots, parce que c'est un élément important du changement de nos pratiques, j'encadre donc 140 internes avec les enseignants de médecine générale, 140 internes de médecine générale par an. Quand j'étais à leur place, 2008, on était 45 par promo, 140 maintenant par an. Donc à la fin, il y a 3 ans, ça fait donc 140 x 3. J'ai grosso modo 400 internes que l'on accompagne. Les docteurs juniors de médecine générale arrivent en 2026, on passe à 600. Si effectivement la suite continue, il y a 400 externes qui sont arrivés en 2e année à la faculté de médecine de Montpellier. Si on continue d'ici 7-8 ans, j'aurai la joie d'encadrer un bon 1000, voire 1200 internes. Donc pour ceux d'entre nous qui sont dans la salle, qui ont été coordonnateurs de DES, vous imaginez la responsabilité. J'ai également la joie d'encadrer 600 enseignants de médecine générale. 600 enseignants de médecine générale. On n'a pas de salle actuellement, on n'a pas d'amphi à la faculté en capacité d'accueillir nos 600 maîtres de stage des universités, répartis dans toute notre subdivision, donc l'Occitanie-Est. Et j'ai des enseignants donc à Font-Romeu jusqu'à Langogne. Voilà. Donc l'enjeu du territoire est majeur pour nous. L'enjeu également, pour répondre un petit peu à ce que disait monsieur le maire tout à l'heure, on a un enjeu de travailler les collectivités territoriales majeur pour demain, pour que nos étudiants s'installent dans les territoires. Donc, en termes de structure, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier, mis à part que je suis médecin généraliste, donc j'ai un lien d'intérêt majeur à ce niveau-là, mais j'ai pas de conflit, j'ai rien à vendre de particulier. En termes de structuration, je fais des petits clins d'œil aux différents intervenants de cet après-midi, de demain également. Je vais parler femmes, je vais parler un petit peu d'IA, pas beaucoup. On parlera territoire, un petit peu de centre hospitalier. Mais du coup, comme je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, donc je ferai que esquisser un certain nombre de sujets. Donc veuillez pas. Par contre, les collègues le traiteront un peu plus en avant. En termes de structuration, donc, je donnerai d'abord quelques chiffres. Après, on insistera sur 2 points principaux. Les mutations sociologiques majeures de la médecine générale, avec un exemple qui est un exemple très personnel, vous le verrez. Et la question de l'organisation, de la nécessaire organisation de notre système de santé face en particulier aux maladies chroniques. Alors, je le dis d'emblée, les équipes de soins, oui. L'exercice coordonné, oui. La délégation de tâches, oui. Les innovations numériques, oui. Oui. Mais il y a des choses qu'on peut mieux faire. Et c'est là-dessus que je parlerai. Donc j'ai quand même essayé d'étayer un maximum avec des données ma présentation. Donc quand je donnerai mon avis, je vous donnerai clairement, mais le reste, c'est des données les plus scientifiques possibles. Quelques chiffres sur la médecine générale. On a un peu moins de 100 000 médecins généralistes en France. C'est un chiffre qui diminue chaque année, moins 0,5% par an depuis 2010. C'est un chiffre qu'on espère qui va remonter, qui doit remonter normalement, j'imagine, l'an prochain ou d'ici l'année d'après, ça devrait remonter. En termes d'organisation pratique du travail, c'est principalement encore des libéraux, mais la proportion de libéraux baisse au profit du salariat et au profit d'un exercice mixte. En termes de répartition, comme la population n'est pas répartie équitablement sur le territoire, mais on dessine bien la diagonale nord-est, sud-ouest, qui est bien connue, dite diagonale du vide, qui est un terme horrible, mais c'est comme ça qu'il est décrit. Il y a un gradient globalement nord-sud, il y en a plus dans le sud, mais comme la population. Et il y a également un gradient majeur qui est qu'il y a plus de personnes installées dans les territoires et dans les départements où il y a des facultés de médecine. D'où l'enjeu également de les projeter. Vous parlez Madame la doyenne, on y reviendra. Oh, pardon. Les mutations sociologiques profondes, donc je disais, donc, il y a une augmentation du nombre de médecins, pas de médecins généralistes, mais de médecins, notamment parce que les spécialités médicales augmentent. On n'a pas encore de renouvellement générationnel. Ce que veut dire l'ordre des médecins, ça c'est les chiffres qui datent de début octobre, 24. Ce que veut dire l'ordre des médecins par le fait qu'il n'y a pas de renouvellement générationnel, c'est que pour 100 médecins de plus de 60 ans, il y en a 96 qui en ont moins de 40. Mais vous voyez finalement que ça arrive. On est vraiment dans une dynamique, lame de fond qui arrive fortement là-dessus. Il y a un rajeunissement qui est en cours. On a un âge moyen qui est passé maintenant à 48 ans au lieu de 50. Et la part des 40 ans devient très importante. Des moins de 40 ans passe à 48%. Donc elle augmente considérablement. Donc finalement, on va avoir une part de médecins retraités très importante, une part de moins de 40 ans très importante, et un peu plus effilée entre les deux. Une féminisation importante de nos métiers.
Il y a déjà plus de femmes médecins que d'hommes, toutes disciplines confondues. Si on regarde par contre les généralistes de moins de 40 ans, on est à 65%. Et je tiens le chiffre de la doyenne qu'il a calculé ce matin quand elle est venue accueillir les nouveaux internes de médecine générale. 75% de nos internes en médecine générale en DES1 à Montpellier-Nîmes sont des femmes. Alors souvent la première réflexion qu'on imagine c'est plus de temps partiel. Elles vont s'occuper des enfants, la famille. C'est pas un effet féminin, c'est un effet générationnel. Il n'y a pas de confrères actuellement qui fassent 5 jours semaine en médecine générale. Ils ont fait largement leur temps de travail, au bout de 3 jours et demi, ils ont déjà explosé les 40 heures sans problème. Donc il y a un effet générationnel. Une des chances des femmes, il y a des études qui commencent à sortir sur qu'est-ce qu'elles changent pour les patients. Il y a une étude américaine qui est sortie cet été sur Medicare, qui montre que finalement, si vous avez une femme médecin généraliste, vous avez un peu moins de risque de mourir que si c'est un homme. Il ne faut pas le dire à mes patients. Et du coup, on a demandé pourquoi aux auteurs de ce papier, qui sont des autrices. Ferme la parenthèse. C'est pour me rassurer. Et donc, du coup, pourquoi? Elles ont dit, en fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plus de care. Et finalement, on investit plus le côté prévention auprès des patients. Donc, il nous faut investir plus de care. Donc, il y aura plein d'autres études, on est persuadé, qui montrera tout l'intérêt de la féminisation. Mais effectivement, le panorama du médecin généraliste change complètement. Et c'est une bonne chose. Plus de salariat, je ne reviens pas dessus. Le salariat augmente, il est majoritaire pour les autres disciplines que la médecine générale. Il est possible qu'il devienne dans pas très longtemps majoritaire pour la médecine générale également. Moment tendresse pour moi. Je vous présente le docteur André Calas, c'est mon grand-père. Enfin, c'était mon grand-père. Médecin généraliste à côté de la gare. Et pour vous montrer finalement comment on est sur une image qui a complètement changé. 6 ans d'études, d'accord, médicale. Dans sa faculté de proximité, il s'installe assez rapidement, il fait une activité libérale, il gère des pathologies aiguës. Il a vécu pendant sa longue carrière, s'il avait une 40 ans de carrière, l'arrivée des antibiotiques, il sauvait les gens. On n'avait pas ça avant. Et il était en temps plein. Temps plein, mais ce qu'on veut dire temps plein, disponible à H24. Il gérait les infarctus de ses patients au milieu de la nuit, il y allait. Il était réveillé, il y allait. Et il travaillait seul avec son épouse, qui était secrétaire, /assistante, /infirmière, /réceptionniste. Okay. Ce modèle-là, notre société, là encore, il n'existe plus. Il n'existera plus dans pas très longtemps. Il disparaît. Moi, en tant que médecin généraliste, qui suis installé du coup en MSP, 9 ans d'études médicales, j'ai pris le terme un peu fort de déracinement. En fait, moi, j'ai vécu un internat. Donc, à partir de 6 ans d'études, je passe un internat et je bouge tous les 6 mois. Mes collègues pas bien classés potentiellement à l'internat sont partis ailleurs. On les a déracinés littéralement. Ce qui complique bien la possibilité pour eux qu'ils reviennent. Vous l'entendez bien. On s'adresse à des personnes qui ont entre 25 et 29 ans pendant l'internat. Si vous, selon votre âge, selon votre vie, à peu près au moment où vous fondez une famille, vous avez des enfants, c'est compliqué de redéménager tout. Donc, grosso modo, un des déterminants forts de l'installation, c'est le choix du ou de la partenaire. Moi, je suis également médecin généraliste. Je traite principalement des pathologies chroniques. Donc, pas du tout comme mon grand-père. 40 à 60% des pathologies que je traite, c'est des pathologies chroniques. Il y a des études également qui montrent que 80% des raisons pour lesquelles un patient sollicite du système de santé, c'est pour une maladie chronique. Donc, l'enjeu majeur des maladies chroniques. Je participe, je ne suis pas disponible en permanence, je participe à la permanence des soins ambulatoires, je finis à peu près ma journée à 20h. Après, je peux avoir des gardes, mais finalement, les gardes en nuit profonde et compagnie, il y a un système qui est organisé avec le 15 et les pompiers, par exemple. Et je suis dans une équipe. Je travaille avec 51 personnes, dont 8 médecins généralistes, dont 7 sont des femmes. De façon assez étonnante, les missions du médecin généraliste, elles sont très récentes. La grande loi, c'est la loi Kouchner, 2000. 2000. Alors vous avez tous connu les médecins généralistes, je dis c'est clair ce qu'ils font, le mini-praticien, non. Avant 2000, c'était pas clair. Ce qu'il a particulièrement clarifié, c'est le Code de santé publique en 2004. Mais finalement, il y a des missions extrêmement pléthoriques du médecin généraliste. Et si je prends une grande inspiration, ça donne prévention, dépistage, diagnostic, traitement, suivi des maladies, éducation à la santé, orientation du patient dans le système de santé, il faut coordonner les soins du patient.
Il faut réussir à lire le système de santé, ce qui n'est pas simple. On y reviendra. Coordination des soins, suivi des maladies chroniques avec les autres professionnels de santé, synthèse des informations transmises aux professionnels de santé, administrer et gérer la douleur, action de prévention et dépistage, permanence des soins, formation des futurs collègues. Beaucoup de travail. Et donc une équipe. Pourquoi? Parce que le grand drame actuellement de nos sociétés, on va commencer par la droite, c'est les maladies chroniques. Donc les maladies chroniques, on en meurt d'abord. Le cancer, les maladies cardio-respiratoires, les maladies circulatoires, les pathologies endocriniennes, les pathologies neurodégénératives, bref, on en meurt. L'autre drame, c'est la morbidité. Effectivement, comme ça a été dit, on n'a jamais vécu aussi longtemps en France et dans les pays occidentaux, mais alors c'est l'espérance de vie, du coup. La courbe rouge tout en haut, c'est les femmes. Juste en dessous, la courbe bleu foncé, c'est les hommes. Et en dessous, loin en dessous, c'est les espérances de vie sans incapacité. En rose, les femmes. En bleu clair, les hommes. Donc vous voyez, finalement, on a un risque que, certes, on vieillit plus, on meurt plus tard, mais potentiellement d'être en mauvaise santé. Et c'est aussi un drame majeur de nos sociétés qu'il faut éviter. On estime à peu près que au-delà de 50 ans, 50% des personnes ont une maladie chronique, largement déterminée par les questions de comportement de santé et de santé environnementale, dans les expositions environnementales que nous avons. La pollution est passée comme le premier facteur de risque, le premier déterminant de santé, actuellement dans nos sociétés et au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on attend du généraliste là-dessus? Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand moi j'adresse un patient à un confrère de second recours, un endocrino, un gastro, un cardio, un neurologue, je cadre les choses et je l'envoie normalement pour un motif. Quand je vois un patient qui prend rendez-vous chez moi, il y a en moyenne 2,6 motifs de consultation. Plus il y a de maladies chroniques, plus il y a de motifs. Donc il y a les motifs du patient, il y a mes motifs à moi aussi. Il y a en moyenne 2,2 résultats de consultation, appelons ça des diagnostics, et 4,7 procédures de soins. Donc finalement, dans mes 20 minutes de consultation, parce que je suis payé à l'acte, je le rappelle, on attend de moi un travail très compliqué à faire. Si on s'amuse encore plus, l'étude en dessous, étude américaine, nord-américaine, très récente, et qui correspond à toutes les autres études qui ont été faites sur le sujet, elles disent toutes la même chose, le temps s'allonge. C'est que si on prend les recommandations à appliquer aux médecins généralistes, on dit voilà, vous les suivez toutes. Quel temps ça vous prend dans votre journée pour que vous les appliquiez toutes, tout seul? Donc dans sa journée de 24 heures, mettons qu'il ne dorme pas, qu'il ne boive pas, etc., ça lui prend 26,7 heures. Donc l'Académie des sciences et des lettres va bien noter que ça ne rentre pas dans la journée de 24 heures. Donc ça veut dire que c'est impossible. Au passage, je me permets un chiffre qui est intéressant, juste à côté. Il devrait passer 14 heures à la prévention. Il fait de la prévention de médecin généraliste, mais pas beaucoup de temps. Et je vous rappelle que notre système de santé n'est pas du tout bien organisé sur la question de la prévention. Ça a été dit par les précédents intervenants. Par contre, vous lui mettez une équipe à ce médecin généraliste, ça lui prend 9 heures. Ce qui est faisable. Moi, ça rentre dans ma journée, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la prévention, elle a été faite largement par d'autres, et il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui la feront très très bien, et probablement mieux que nous. Si les soins en maladie chronique passent à 3 heures, les soins aigus passent à 1 heure, l'administratif, malheureusement, reste assez important. Il reste à 2h06. Voilà. Donc, c'est lire les courriers, classer les choses, préparer des courriers, donc gérer la compta et compagnie. Donc, sans équipe, pas de salut. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme équipe? Alors, il y a plein de modalités de ce qu'on appelle l'exercice coordonné. Je me suis axé spécialement sur 2, en fait. Donc, les maisons de santé pluriprofessionnelles, d'abord, parce que ce sont des structures de soins. Donc on fait du soin dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Ça veut donc dire que l'État, notre système de santé, investit pour donner de l'argent, principalement sur un temps de coordination. Donc on recrute un coordonnateur pour faire la coordination des soins autour de nos patients. Il faut qu'il y ait forcément un médecin généraliste et il peut y avoir autre chose. Donc, par exemple, en général, un auxiliaire médical, par exemple, très souvent une infirmière, et après les équipes peuvent être beaucoup plus importantes selon les besoins. Et là, finalement, on rajoute dans les objectifs attendus sur les MSP les questions d'inégalité sociale de santé qui étaient dites par le professeur Bruel, juste avant. C'est quelque chose qui se développe énormément dans le système de santé. On compte actuellement, enfin début 24, on avait 2500 maisons de santé pluriprofessionnelles, il y en a 340 début 24 en Occitanie. Et il y a des projets tous les jours qui avancent, et notre système de santé investit son organisation, en fait.
Ça, c'est important de le noter. La question des CPTS, sur les CPTS, c'est une organisation du territoire. Donc on organise des parcours de soins, on organise des parcours patients, on organise des réponses, mais en fait, on ne soigne pas, on organise. L'enjeu, c'est que 100% de la population soit couvert rapidement par une CPTS. On est à 66% début 24. On n'était globalement pas super bon. Occitanie, c'est en train de remonter très très vite. Ils ont mis les bouchées doubles. Là aussi, c'est un financement public. Ce n'est pas des financements très importants à l'échelon de, par exemple, ce que peut coûter un établissement hospitalier. Il n'y a pas les mêmes missions qu'un établissement hospitalier. Mais effectivement, nous investissons collectivement là-dessus. Donc il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. Il y a de l'espoir. Question des délégations de tâches. Et donc je vous disais oui. Et donc oui parce qu'on le vit. Alors j'ai pas de stats à vous donner là-dessus. Par contre, ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on voit dans le temps des zones sous-dotées, c'est que vous avez un médecin qui devient tout seul parce que les 2 collègues sont partis à la retraite. Vous mettez un IPA, il y a une chance que le collègue puisse rester, tout simplement. Donc soutien aux zones sous-dotées. Réduction de la charge de travail des médecins, c'est l'enjeu. Focalisation des médecins du coup sur des tâches plus complexes. Effectivement, on va se transférer sur des tâches plus complexes, c'est logique. L'amélioration in fine de la qualité des soins et la possibilité aussi d'améliorer les campagnes de vaccination, par exemple contre la grippe. Par exemple, c'est une tâche qui a été déléguée sur les pharmaciens. Okay, on va y revenir. Les inconvénients potentiels. Sur le modèle économique des IPA, pathologies chroniques stabilisées, qui sont celles qui travaillent avec moi dans mes cabinets. L'inconvénient, c'est qu'on a un système libéral au forfait. Donc, elles aussi, les IPA, elles ont un enjeu de travailler beaucoup pour gagner plus, en fait, comme nous. D'accord ? Donc finalement, ça peut en générer des problématiques sur le terrain, du type mauvaise communication, déduplication d'actes. Donc il y a un point de vigilance sur le modèle que l'on a créé, financement pour les IPA, alors que par exemple à côté de ça on a le modèle Azalée, qui n'a pas du tout les mêmes missions, pas du tout les mêmes compétences, pas du tout la même formation que les IPA, mais on a eu la possibilité de faire des délégations de tâches sur les Azalées avec un système de salariat qui a effectivement été très fluide à insérer sur les territoires. Un peu plus fluidement en fait que les IPA pour nous. L'autre inconvénient des IPA pour l'instant ne sont pas très nombreuses. Donc il y a un développement à faire et dans les facultés c'est fait, notamment à Montpellier-Nîmes. Il y a une question pour les patients de lisibilité des délégations des actes. Qu'est-ce qu'on peut faire et avec qui et avec quoi et avec quels critères? C'est pas simple à lire. Effectivement, on voit plein de délégations de tâches qui se mettent en place, mais je pense que les patients sont perdus. Nous le sommes nous-mêmes. Un risque pour les patients qui est également remonté sur un risque de perte, une crainte, plus qu'un risque, une crainte de perte de continuité des soins, si en fait ils ont peur que le médecin généraliste finalement le voit que tous les ans, et finalement est-ce qu'il saura ce que j'ai, etc. Crainte légitime, hein. Mais l'enjeu c'est que les 2 professionnels communiquent bien ensemble. L'autre problématique qui est en train de dégénérer effectivement par la délégation de tâches, ça c'est un retour personnel, j'ai pas de statistiques à vous donner là-dessus, c'est que par exemple en tant que médecin généraliste, le jour où je dois faire le point avec mes patients sur les vaccinations, est-ce qu'ils sont à jour sur les vaccinations, je perds des informations. Et c'est pas la faute des pharmaciens, c'est pas la faute des infirmiers qui déposent dans les DMP, mais c'est qu'en fait, c'est pour l'instant, mon logiciel à moi, il y a un flux ascendant qui remonte vers mon espace santé beaucoup plus efficace que ce qui redescend. Et qu'en fait, quand je recherche une information, finalement, c'est plus simple que je vaccine, enfin, ça me prend moins de temps. Ce qui est malheureux. C'est pas le but, mais c'est ce qui se passe actuellement. Donc on espère bien que ça va se corriger. Innovation numérique très très vite. J'ai pris les 3, on va dire, les plus connus, on va dire, du moment. Les IA, moi ce que j'en vois en termes d'intelligence artificielle, un logiciel, j'ai pas d'action, qui s'appelle Nabla, qui effectivement écoute ma consultation, retranscrit, fait une synthèse de ma consultation et me la prépare et me la met en forme pour qu'elle se rentre dans son dossier. De tous les outils numériques que j'ai utilisés jusqu'à maintenant, c'est le seul qui m'a fait gagner du temps, en fait. Et c'est ma problématique majeure, c'est d'avoir du temps. Donc ça, c'est effectivement exceptionnel. L'inconvénient pour l'instant, c'est que c'est cher, voilà. Mais vraiment, de ce que je vois pour l'instant de l'IA, il y a des solutions concrètes pour le professionnel de santé qui vont arriver. Et qui arrivent déjà, et qui existent déjà. Mon espace santé, l'enjeu est très intéressant, c'est mettre à disposition une banque de données, une base de données pour les patients. Donc en fait, ils centralisent les informations en ligne, dans un nuage, dans un cloud, et c'est sécurisé. Et les professionnels de santé peuvent aussi y accéder à partir du moment où ils ont l'accord du patient. Très 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 intéressant aussi, pour les mêmes raisons que je vous disais tout à l'heure. Moi, je remonte beaucoup d'informations sur le flux, je remonte des volets de synthèse médicaux que je dois faire, et c'est important pour mes patients. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, je perds encore beaucoup de temps, et ça ne m'aide pas beaucoup, en pratique.
Mais j'espère bien, et c'est l'enjeu également des développements auprès de l'Agence numérique en santé, que ça s'améliore, c'est l'enjeu. Mais pour l'instant, sans devenir. Sur les télécabines de téléconsultation, je vais me permettre un avis un peu plus tranché. L'enjeu, effectivement, d'améliorer l'accès aux soins. OK. De réduire les consultations pour des pathologies urgentes vécues comme urgentes. Ok, très bien. En tant que médecin, je constate malheureusement régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement auprès de mes patients, les limites diagnostiques du système. J'entendais une publicité à la radio il n'y a pas très longtemps, pour une mutuelle, je ne sais plus laquelle, peu importe. Vous avez une douleur abdominale, faites une téléconsulte. Mais non, vous êtes suicidaire. Enfin, il y a un moment où c'est trop dangereux. Vous avez une douleur abdominale, vous vous faites examiner. Douleur abdominale, vous n'en pouvez plus, vous n'allez pas faire une téléconsulte, ça n'a aucun sens. Et c'est dangereux et c'est grave qu'on se permette de faire ce type de message de santé publique. Le corollaire de la limite diagnostique, c'est qu'effectivement, on a la difficulté de ne pas pouvoir examiner le patient correctement avec toutes les informations qu'on a à aller chercher chez nos patients pour éliminer des risques. C'est mon travail de médecin généraliste, hein, voir si c'est grave et orienter en fonction. On a des études qui commencent à sortir qui montrent qu'on surprescrit des antibiotiques. Or, on a un enjeu d'antibiorésistance majeur dans nos sociétés et on doit diminuer cette prescription, mais comme on n'a pas d'informations, on surprescrit dans des conditions qui ne sont pas forcément bonnes. Voilà. Donc il y a les premières études qui sortent là-dessus. Il y a toujours aussi la question de l'inégalité face au numérique. Et en tant que coordinateur de DES qui forme des étudiants, je me permets aussi de dire que je trouve dommage que ça détourne effectivement, alors que ma ressource est rare, un très grand nombre de professionnels pour une proposition de prise en charge qui, de façon générale, de façon, on va dire, simplifiée, simpliste, un peu dégradée. Donc, de façon générale, les télécabines, compliquées pour moi. On a entendu, il n'y a pas très longtemps, on parlait de télécabines dans les gares SNCF. Voilà. La profession avait beaucoup de mal avec la question. Moment provoque, et c'est ma dernière diapo. Alors, j'ai pris ça dans un rapport qui a été proposé au Sénat. Il disait, voilà l'état du système de santé. Alors, le rapport au Sénat plaidait pour une centralisation plus importante sur l'hôpital. Je pense que la diapositive était un petit peu orientée. Un petit peu. Alors, on a deux façons de lire la diapositive. On va dire la pessimiste et l'optimiste. Je vais garder l'optimisme, mais je vais quand même parler de la pessimiste. La pessimiste, c'est qu'effectivement, il y a une relative désorganisation du système de santé, mais par contre, il y a des propositions qui sont faites. Mais donc la question, c'est quel système de santé on veut, quels moyens on se met pour proposer un système de santé qui fait face aux maladies chroniques. Mon point de vue d'intervenant en soins primaires, c'est qu'il faut développer plus les soins primaires. C'est pas un scoop, c'est mon positionnement qui est comme ça. Si on a la lecture optimiste, il y a plein de propositions qui sont faites. Nous avons donc sur le terrain notre système de santé investi pour mettre en place des innovations organisationnelles. Ces innovations organisationnelles, à nous de les évaluer, et si elles sont bien, il faut les dupliquer ailleurs, ce qu'on appelle la scalabilisation de ces innovations, mais il faut se donner le moyen de les faire, et c'est un projet qu'on a sur la faculté de médecine de Montpellier. Je vous remercie.